pourrait se dire que le gros effet quand on a trouvé l'appart, c'est non, c'est que la partie émergée de l'iceberg, nous on a plus de 300 points de critères qu'on va vérifier sur chaque opération. Ça passe par exemple de se taper les règlements de copro qui sont écrits à la machine à écrire dans les années 70 parce que tu as des clauses qui interdisent la location meublée par exemple. Il n'y a pas que le cash flow dans l'investissement locatif et au final, ce qui fait le plus gros déjà, c'est le remboursement du crédit payé par le locataire, l'amortissement du bien, plus la valorisation du bien dans le temps. Au final, c'est ça qui fait la réussite d'un investissement. Déjà des banquiers qui nous ont dit c'est grâce au dossier que vous avez fait que le client a eu son financement. Généralement nos clients ils arrivent avec leur banque et ça marche pas. L'investissement locatif notamment, c'est quand même une martingale incroyable. Tu prends de l'argent qui t'appartient pas, tu mets un locataire dedans qui va rembourser à la banque cet argent qui t'appartient pas. Comme si tu t'augmentais ton salaire mécaniquement de 500 ou 1000 euros par mois. Il n'y a pas de milliards d'autres questions à se poser. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'IMO sans cravate. Aujourd'hui, on accueille Martin Ménez, cofondateur de Bivouac. Martin, est-ce que déjà bonjour. Salut Martin. Salut. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour les gens qui te connaissent pas encore pour commencer? Direct, brut en blanc. Bien sûr, aucune intro. Pas d'intro. Bienvenue sur IMO sans cravate. Moi c'est Martin, président et fondateur de Bivouac. On est spécialiste de l'investissement locatif clé en main depuis 7 ans. Ça c'est ce qui m'occupe la plupart de mon temps. Le reste de mon temps, qu'est-ce que je fais? Je suis bientôt co-châtelain. Carrément, j'allais t'en parler justement tout à l'heure de ce sujet-là aussi. Mais voilà, donc un petit projet que je me suis rajouté avec notamment un autre associé, Jérémy Nabec, qui a lui aussi un podcast qui s'appelle Ça fait un bail. C'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, comme quoi, faut faire des podcasts. Hein. Ça permet toujours de faire des belles rencontres et parfois de lancer des projets derrière. Et puis on n'est pas tout seul parce qu'on a aussi, c'est en cours, en train de pas mal rassembler d'autres investisseurs qui vont nous rejoindre dans ce projet. Non, à côté de ça, sinon, j'ai 30 ans, j'habite Paris. Enfin, à vrai dire, je partage ma vie entre Paris et Marseille. Donc, je suis plutôt, j'habite dans le TGV, à vrai dire. Sinon, j'aime beaucoup le sport, les activités en plein air, la montagne notamment. Ça ne vous aura peut-être pas échappé pour certains, mais si on a nommé notre boîte Bivouac avec mon associé Pierre-Antoine, c'est que on est tous les deux d'origine lyonnaise et on a eu la chance de faire pas mal de montagnes depuis tout jeune et le bivouac c'est la première forme de logement en montagne justement. On en a fait pas mal du bivouac tous les deux et c'était du coup la réunion de deux de nos passions, la montagne qui est une passion qu'on a depuis de longue date et puis l'immobilier, une passion plus récente qu'on a découvert un peu plus sur le tard. Et est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours? Qu'est-ce que tu as traversé pour après en arriver à la création de Bivouac? Traverser, qu'est-ce que j'ai traversé? Alors à part l'océan que j'ai traversé effectivement pour faire un an d'études aux États-Unis à la fin de mes études. Ok. Sinon j'ai traversé pas de grandes épreuves, un parcours assez classique. Classique quand quand t'as eu la chance comme moi, oui, d'être dans un très bon lycée. J'ai grandi à Lyon, du coup, je l'ai dit. J'ai fait toute ma scolarité au Lazaris, qui est un lycée assez connu de Lyon. J'étais plus fort en maths et en physique qu'en français, donc je savais pas exactement quel métier je voulais faire à cette époque-là, mais à la fin du lycée, je me suis dit que j'aurais sûrement plus de chance dans une voie scientifique. Je me suis orienté vers la classe prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Et après 2 ans de classe prépa, j'ai rejoint une école que je voulais vraiment. C'était l'ESTP. Donc l'école spéciale des travaux publics. Je pense que j'avais de longue date une affection particulière avec la pierre. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que t'avais déjà dans ta famille des gens qui étaient un peu dans le métier ou qui avaient un peu d'immobilier ou pas du tout? C'est quelque chose que tu as développé Personne qui avait vraiment dans la famille ou mes proches, les proches de mes parents qui étaient dans le métier à proprement parler. Si ce n'est un ami des parents, oui, architecte. D'ailleurs, où mon premier stage en fait en classe de 3e, c'était justement chez lui, dans son cabinet d'architecture. Parce que en fait, tout petit, je dessinais des maisons tout le temps. Donc ma mère me répétait, tiens, mais tu seras architecte demain. C'est sûr. Donc je me suis dit, il y a une semaine à combler, je vais aller dans un cabinet d'architecture, quoi. Et là, j'ai détesté parce que j'ai assez vite compris qu'en fait, l'archi, il fait des beaux dessins, mais une fois arrivé dans la réalité du terrain, c'est l'ingénieur qui dit ce qu'il faut faire, quoi. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métier d'ingénieur dans la construction. Ça me passionnait pas mal de savoir aussi comment est-ce que tu construis un bâtiment, comment tu passes du dessin à la réalité. Et en fait, la seule journée de stage dans la semaine que j'ai adoré, c'est quand j'étais sur le chantier justement avec un ingénieur dans la construction. Donc je crois que je tiens ça un peu de là, de cette première expérience en 3e, mais la pierre, en fait, même si j'avais personne autour de moi qui, dans la famille proche qui travaillait dans la construction,
ou dans l'immobilier. J'avais quand même un père qui à titre perso, a fait quelques investissements et qui a toujours été fan d'IMO. Sur la table du salon, il y a toujours eu des livres, si tu veux, les Figaro Magazine, là, Propriété de France qui traînaient, tu vois, des trucs comme ça. Donc, moi, ça m'est toujours arrivé de me bouquiner ça, tu vois, en un week-end. Et puis, ouais, pareil, quand on partait en vacances, je pense que ça nous est déjà arrivé d'aller visiter des trucs qu'on n'a jamais achetés, mais juste pour le plaisir d'aller visiter des trucs, quoi, en famille. Donc, Ok, quelque part, j'ai oui. quand même des parents qui aiment bien la pierre, eux aussi à la base, quoi. Ok, très clair. Et du coup, donc tu nous l'as dit, tu as intégré le STP. Comment s'est passée la transition sortie d'études, début de bivouac? Est-ce que c'est un projet que tu as lancé directement à la sortie d'études? Est-ce que tu as travaillé entre-temps? Alors, effectivement, j'ai lancé Bivouac quand j'étais encore étudiant. Bivouac n'est que ma quatrième expérience professionnelle et mes trois expériences professionnelles avant, c'était que des stages. Mon premier stage de troisième, mon deuxième stage dans une association qui construisait, rénovait des bâtiments pour des personnes défavorisées à Liverpool. Et enfin, mon stage de deuxième année d'école d'ingénieur à l'ESTP où j'ai été parachuté sur la construction du grand stade du Groupama Stadium à Lyon, Ok, de l'Olympique Lyonnais, où là j'ai été responsable de l'implantation des 16 000 chiottes du stade. ok, ouais, quand même. D'accord. Bon, ça a duré 2 mois, hein, c'était voilà, le boulot de merde, c'est le cas de le dire, que tu files à un stagiaire. Et en fait, après ça, bah, j'ai terminé mes études et j'ai monté Bivouac. Alors comment j'en suis arrivé là? Bah, à l'ESTP, donc en école d'ingé, j'étais pas mauvais élève, j'aimais ce que je voyais, mais je me suis assez vite rendu compte que peut-être en fait le chantier et la gestion, enfin l'entreprise comme ça, c'était intéressant, mais il y avait des côtés qui me manquaient, comme le fait que tu te sentes un peu qu'un pion parmi une grande organisation, voilà, où tu ne maîtrises pas vraiment tous les enjeux et l'organisation du projet. Ça, c'était un truc que j'avais bien aimé faire quand j'avais créé une association étudiante quand j'y étais. Et puis, c'est même dans cette même période-là que j'ai découvert les startups. En fait, c'était encore en 2014. À l'époque, c'était encore un peu un gros mot. Ça arrivait en France. Et c'était la première fois que je rencontrais bah, des jeunes qui étaient venus pitcher leur idée à l'école, qui commençaient juste à lancer leur boîte, quoi, et qui avaient pour certains levé des fonds, qui avaient pour certains déjà des employés et tout. Et c'est la première fois que je me suis dit, putain, ouais, en fait, tu peux être à la tête d'un projet qui te fait vraiment kiffer sans avoir forcément 60 ans, quoi. Enfin, l'image du patron que je me faisais à l'époque À encore, quand je savais l'époque, pas ouais. que les startups existaient, quoi. Bah, déjà, à ce moment-là, je décide de me supprimer un cours de construction métallique, si vous voulez vraiment tout savoir, pour faire un projet entrepreneurial de 3 mois. J'ai toujours à l'STP, là, où je suis incubé dans un incubateur pendant 3 mois et on me conseille sur mon business plan. Et déjà, le business plan que je présente à ce moment-là, c'est comment digitaliser la transaction immobilière, un truc qui se rapprochait de ce qu'on a eu depuis sur le marché français, à savoir un Propriu, un Liberkeys, toutes ces Ouais, agences que vous voyez à prix fixe, qui Ouais. n'existaient pas à l'époque, quoi. Ça existait aux États-Unis, mais ça n'existait pas en France. ouais, complètement. Et puis après, en fait, je finis mes études et là, j'ai l'opportunité de ne pas faire la troisième année en France à l'ESTP, mais de partir faire un double diplôme aux États-Unis, à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, enfin le MIT. MIT, quoi. Ouais. Ouais. Bon, là, j'étais déjà un peu piqué, quoi. J'avais vu ce que c'était une startup, j'avais fait ce projet de BP, présenter ça dans un incubateur qui m'avait trop plu. Je me voyais pas. Ouais, J'avais t'avais le fait goût de l'entrepreneuriat, quoi. J'ai découvert ça vraiment à ce moment-là, ouais. Et j'avais fait 3 mois de stage sur le stade de Lyon à Vinci et c'était le bordel. Ça m'avait pas trop donné envie, quoi. En plus, arrivé aux États-Unis, là-bas, bah, là, je découvre l'entrepreneuriat à l'américaine, la startup nation, la vraie, quoi. Et là, littéralement, tu avais des cours où tu pouvais, si tu présentais un pitch deck, recevoir 100 000 dollars à la fin. Il y avait, enfin, je suis jamais allé à la fin parce que j'ai jamais reçu 100 000 dollars, mais on était 10 candidats et à la fin, sur un des 10, tu pouvais gagner 100 000 dollars, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas. Ça ferait bizarre de voir ça en France, c'est clair. Ouais, ils avaient des moyens, effectivement, assez ouf. Et puis, du coup, bah, voilà, c'est à ce moment-là où pareil, j'hésite encore à dire est-ce que je reste dans le milieu du secteur de la construction. J'avais un master qui était assez spécifique là-dedans. J'ai fait une thèse sur la forme optimale d'une dalle béton armé, si tu vois, donc c'est Très des trucs spécifique. assez pointus. Mais à côté de ça, ouais, j'avais aussi pris des cours en finance, en entrepreneuriat. Et à ce moment-là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Ouais, je serais peut-être resté aux États-Unis, à vrai dire, mais j'ai pas d'employeur parce que j'avais décidé de monter ma boîte, donc pas de visa. Donc retour à la case départ à Paris, quoi.
Ok. Et Et donc à ce moment-là, tu as, comme tu nous l'as bien expliqué, le goût de l'entrepreneuriat. Tu sais que c'est ça que tu veux faire, potentiellement en relation avec les domaines que tu connais déjà. Et du coup, comment... Alors, on va revenir tout à l'heure sur le métier du clé en main et sur ce que c'est aujourd'hui et tout ça. Mais du coup, comment t'en es arrivé à faire de l'investissement locatif? Oui, Enfin, parce qu'avant Bivouac, je pense que ça a évolué et que, enfin, tu vas nous dire, hein, mais vous n'êtes pas potentiellement parti de suite sur de l'investissement clé en main, non? ouais, tout à fait, ouais. Bah, l'idée de base, c'était en fait un peu la suite de ce projet que j'avais fait à l'ESTP, qui était juste présenter ce BP là. Je me dis, putain, oui, il y a un truc à faire. La seule discussion qui mettait tous les amis de mes parents à table d'accord, c'était bien sûr pas la politique, bien sûr pas la vie footballistique ou autre, mais c'était bah, un agent IMO, par définition, il prend 10 000 balles pour ouvrir une porte, quoi. Et ça fait chier, et c'est cher, et c'est un service qui est pas ouf, quoi. Et c'était ça, tout le monde était d'accord, peu importe ton bord politique ou ton équipe préférée au foot. Et, euh, et je me dis, putain, mais c'est ouf, il y a des nouvelles technologies. On parlait d'uberisation à l'époque, on parlait d'applications web, on parlait de, tu vois, c'était le début, enfin, ça y est, non, l'iPhone était déjà créé depuis quelques temps, mais on commençait à avoir vraiment plus d'usages comme Ouais. ça. Et tu te dis, bah, ouais, il y a la 3D qui arrive, on va pouvoir sûrement digitaliser la transaction immobilière. Donc, le premier pitch, ça a été, bah, le premier business model, c'était effectivement la transaction immobilière avec plus de technologie, un espace client pour t'aider à suivre ton projet, un scan 3D pour pouvoir te balader à distance et visiter à distance sans te déplacer, et un nouveau moyen d'être rémunéré, c'est-à-dire à savoir commission à prix fixe. Donc Bivouac, c'était ça, c'était finalement peu de choses près, les business models de nombreuses boîtes qui sont montées après. Et en fait, on a pivoté à la suite ouais, de quelques itérations, et on s'est recentré sur bah, l'investissement locatif clé en main. Quand là, à ce moment-là, j'ai décidé de me rapprocher en fait de mon meilleur pote de l'époque, Pierre-Antoine, qui est aujourd'hui mon associé sur Bivouac. Lui avait en fait investi dans des garages avec des prêts étudiants, donc avait mis un pied dans le locatif, et c'était ouf. À toutes les soirées, des jeunes comme les moins jeunes, enfin à la fois nos potes qui avaient le même âge que nous et à la fois leurs parents demandaient à Pierre-Antoine, bah, comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? Par où t'as commencé? Comment t'as trouvé un bien? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Voilà. Comment t'as fait ton crédit? Etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment à ce moment-là du problème et de la crainte qu'avaient les gens, et la complexité du fait d'investir, et qui était d'ailleurs c'était encore plus compliqué d'investir dans un appart ou un immeuble que des garages, bien sûr. Mais et à ce moment-là, on s'est dit, bah, en fait, il y a sûrement quelque chose à faire sur ce marché spécifique, parce que, c'est un vrai problème. Il y a plein de gens qui veulent investir, c'est l'investissement préféré des Français. Et pourtant, il y en a plein qui n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Et dans cette vision de digitaliser la transaction immobilière, on s'est dit, on a vraiment plus de chances d'y arriver en fait en faisant l'investissement locatif que en faisant l'achat de résidence principale. Parce qu'un investissement locatif, peut-être que tu acceptes de ne pas y aller sur place, de le visiter. Tu peux voilà, acheter à distance, comme le font 83% de nos clients aujourd'hui avec Bivouac, tu vois, sans te déplacer, parce qu'on te fait un rapport très détaillé, des modélisations financières, un scan 3D, etc. Mais une résidence principale, même moi aujourd'hui, j'irai la voir dans tous les cas, quoi. Je Oui. n'achèterai jamais une résidence principale avant de l'avoir vue de mes Ouais, propres c'est yeux. différent. oui, Un c'est sûr. investissement locatif, on va pas y habiter. C'est un locataire qui va prendre Ouais, vie c'est dans ça. le, C'est un dans le investissement, bien. quoi. Donc, Ouais, ouais. C'est plus les chiffres qui vont parler. Et clairement. après, comme tu dis, si tu donnes après l'emplacement, déjà un mappage 3D de l'appart, Ouais, un etc. maximum d'informations au final. Ouais, ça suffit pour se positionner sur, Mm. sur du locatif, quoi. Ok, bah, super intéressant. Et est-ce que toi, du coup, tu as déjà investi à titre perso ou pas du tout? Si, si, ouais, depuis, on a créé aussi Bivouac parce que on a vu que c'était un besoin autour de nous, des proches, des potes, ou même des parents des potes, de potes et tout. Mais euh, nous aussi, en fait, bah, arrivé à la fin de nos études, on s'est dit, on aimerait bien investir. Pierre-Antoine avait passé le pas, mais euh, moi, je m'étais dit, bah ouais, ça a l'air trop cool, j'ai envie de faire pareil, ou d'acheter des apparts aussi, ou même de voir plus grand des immeubles. Et clairement, pareil que nos clients, en fait, on savait pas faire.
Donc on a créé ce service pour nous aussi. Et oui, aujourd'hui, je suis propriétaire de plusieurs lots répartis un peu dans la France entière. Ok, non, très clair. Euh, on va peut-être pouvoir parler maintenant du clé en main et du coup du métier de bivouac. Euh, bon, clé en main, je rappelle pour ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas, c'est comme son nom l'indique, c'est un investissement, on vous rend les clés globalement, et tu me dis si je me trompe, hein, Martin, mais on vous rend les clés et il y a rien à faire en fait, donc on vous a trouvé l'appart, on a fait les travaux potentiellement s'il y avait des travaux réalisés, on l'a meublé et on a trouvé un locataire et on gère le bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les grandes étapes sont là. En clair, on permet à des particuliers comme toi et moi d'investir depuis leur canapé. Voilà. Et donc on se charge de tout. En amont, les conseiller sur même leur stratégie d'investissement, quel budget ils ont, les renseigner en fonction de leur capacité d'investissement, leur budget du coup, leur stratégie aussi, leur appétence au risque, quelle est la meilleure stratégie pour eux, aussi en fonction de leur projet de vie, quoi. Est-ce qu'ils sont déjà propriétaires de résidence principale ou pas encore? Est-ce qu'ils ont les projets justement d'acheter d'autres trucs, de déménager prochainement? Enfin, on va vraiment prendre du temps en amont pour les conseiller sur tout ça et répondre aussi à toutes les questions que peuvent générer l'investissement locatif. C'est hyper compliqué. Il y a 15 000 régimes fiscaux différents. Et surtout, c'est hyper différent ouais, en fonction des situations, des profils, Enfin, ça va être un Bien truc sûr, qui est un peu adapté à chacun après. bien sûr. C'est ça. Faut qu'il y ait de la Donc, personnalisation. ouais, chacun n'a pas la même. Enfin, il n'y a pas un bon investissement locatif pour tout le monde. Il y a un bon investissement locatif pour euh, la stratégie, enfin, par stratégie, quoi. Donc, tous les projets sont dans la nature. Le tout, c'est de trouver effectivement le projet qui matche le plus avec tes besoins. Et du coup, faut faire émerger ces besoins. Ça arrive très souvent que, voilà, il y en a plein qui viennent nous voir après avoir été un peu biberonnés à des youtubeurs très très forts pour te harceler. Justement, Euh, c'est ce que j'allais en venir. J'allais te poser la question. Est-ce que les clients de bivouac aujourd'hui, ils cherchent plus du cash flow sur les opérations ou plutôt un investissement patrimonial avec un enrichissement latent dans le temps? ça dépend. Il y a vraiment de tout. Nous, on reçoit de tout en tout cas. Ouais, Euh, Après, chez Bivac, nous, on a fait le choix de entre une fois, on a construit aussi ce service pour nous et peut-être d'un point de vue un peu égoïste ou surtout d'un point de vue de bien dormir dans nos bottes et d'être bien dans nos bottes, tu vois, et de bien dormir, voilà. On a décidé de construire un service où on vend des produits qu'on achèterait nous, quoi. Et d'ailleurs, on en achète. Ça me fait aussi d'ailleurs souvent marrer quand moi j'ai pas mal de potes justement qui ont fait le STP, qui sont après arrivés chez Bouygues, Nexity et autres, mais qui sont aujourd'hui clients de chez Bivouac, pas clients de leur propre entreprise dans laquelle ils bossent, parce qu'ils ont bien compris que bah, il y a, voilà, oui, on a compris. les investissements, la qualité d'investissement n'est peut-être pas toujours les mêmes. Enfin, bref, ils achèteraient pas leurs propres produits. Ouais. Nous, c'est pas le cas. Nous, on a même des collaborateurs chez nous enfin, qui sont clients aussi Bivouac. Moi, si j'avais pu, j'achèterais tout. On l'a fait, on a acheté quand même pas mal. Et je sais plus c'est quoi ta question, mais C'était ouais, là, sur la typologie des investisseurs un peu qui cherchent, enfin, qui utilisent Ouais, vos mais tu as services. répondu, tu as dit Il y avait de tout, quoi, il y avait de globalement. tout, hein, ceux qui voulaient plutôt avec une stratégie de cash flow, d'autres plutôt ouais, patrimonial. il y a de tout, mais parfois il y a des demandes auxquelles on décide de ne pas répondre, quoi. Par Ouais, exemple, si aujourd'hui, alors encore une fois, attention parce que je sais que c'est difficile de faire une généralité sur le marché de l'immobilier parce oui, que c'est pas, il y a toujours le contre-exemple de votre vieil oncle qui a fait un investissement à Pontorson-sur-Saône et que ça, au-dessus de la boulangerie et que ça cartonne depuis des années et que ça fait un super cash flow, certes dans un bled de 200 habitants, et certes, et c'est véridique. Moi aussi, j'en connais plein d'investisseurs qui ont fait des trucs comme ça marche, mais bon, si on doit quand même trouver une généralité, c'est que c'est pas le même risque que d'investir en plein centre de Lille ou de Marseille ou de Nancy ou de Dijon. Voilà, c'est pas le même exactement, ouais. risque, c'est pas la même liquidité de marché. Demain, si le locataire qui se barre à Pontorson-sur-Saône, ville de 200 habitants, bah, c'est pas la même galère pour en trouver un probablement
Encore qu'il y a plein de contre-exemples, hein, voilà, donc Ouais. ceux qui nous écoutent dans les commentaires pourront flasher et donner des contre-exemples à tire-larigot. Voilà, je suis sûr, hein, que on pourra parler du château tout à l'heure, mais il y a plein d'autres stratégies que d'investir dans des grandes villes en France, Mais c'est comme tu dis, sûr. le Mais en tout risque n'est cas, pas le même. le risque n'est pas le même. Ouais. Et nous, par contre, on est persuadé, voilà, qu'un bon investissement, c'est répondre à trois critères principaux. Un, d'être un minimum rentable. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on est basé à Paris, mais on n'a jamais fait un seul investissement à Paris, ni même en région parisienne. Deux, c'est un bien qui va prendre de la valeur dans le temps, Mm. parce que certes, en fait, en 2017, quand on s'est créé, on aurait pu déjà investir à Saint-Étienne avec des rendements sur le papier de 20% brut. Mais on a fait le choix d'aller par exemple à Rennes. Bon, alors à l'époque, quand je te dis que j'aurais vraiment dû tout acheter, c'est qu'à l'époque, on trouvait encore des rendements à deux chiffres dans des quartiers qui, depuis, ont fait un x2 tu vois, entre Ça peut 2018 aller et très vite, ouais. 2022. On a sorti des trucs qui ont vendait à des 12%, 14% de rendement dans le quartier le plus étudiant de Rennes, au pied du métro, avec un projet de CHU, d'agrandissement du CHU, voilà, un projet de métro aussi, de nouvelle ligne qui ouvrait et qui se croisait à cet endroit-là. C'est le Premium, quart- quoi. mais même pas, c'était même pas l'hyper centre-ville de Rennes, mais c'est un quartier de Rennes-Vigeant pour ceux qui connaissent la région, par exemple. Et aujourd'hui, on a des clients qui sont venus nous voir 3 ans après en nous disant, mais moi j'ai fait x2 sur le prix de l'appart, je l'ai revendu. Je sais pas pourquoi ils l'ont revendu d'ailleurs, parce que ça fait 14% de rendement. Euh, mais on n'aurait jamais dû en vendre en fait. Ces apparts comme ça, on aurait dû tous les acheter pour nous. Euh, Après, il y a un moment, et on peut pas tout acheter non plus. malheureusement non. On aimerait Voilà. tous, hein, mais Mais voilà, enfin, même sans aller dans cet extrême-là, qui était vraiment peut-être parmi les meilleurs investissements qu'on ait jamais réalisé avec Bivouac, on a malheureusement ils sont pas tous comme ça, parce que le marché français n'est pas partout comme ça, sinon ça se saurait. Mais ouais, il y a des choses qu'on a achetées à Lille, par exemple, enfin, même à Lyon, il y a 7 ans, qui ont pris énormément de valeur depuis. Et en fait, bah, par rapport à faire même un investissement qui fait peut-être 4% de rendement de plus, bah, tu gagnes quand même plus d'argent avec la plus-value, tu vois, sur ce même laps de temps que tu auras accumulé. Donc c'est un juste milieu entre rendement et plus-value. Moi, je pense il faut viser les deux, c'est possible, ouais. mais en allant dans les bons marchés. Et puis le troisième critère, c'est vraiment qui se loue facilement, quoi. Hmm. Parce que en fait, bah, c'est bien beau d'avoir un 14% de rendement brut sur le papier, mais si derrière il n'y a Si pas de ça se loue locataire, en pas, fait, il n'y a pas de bah, rentabilité, il quoi. n'y a pas de rendement et là c'est chiant parce que c'est toi qui dois payer le prêt, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, nous aussi, qu'on dit avec sans Hmm. cravate, hein. Je reviens Complètement. sur la plus-value et la valorisation du bien. Il n'y a pas que le cash flow dans l'investissement locatif. Et au final, le cash flow, ça représente une petite partie de l'enrichissement. Et ce qui fait le plus gros, déjà, c'est le remboursement du crédit Ouais, payé par le l'amortissement du locataire, capital, ouais. l'amortissement du bien, plus l'enrichissement, enfin la valorisation du bien dans le temps. Et au final, c'est ça qui fait la réussite d'un investissement. Ah, tout à fait, vous rejoins à 100% là-dessus. Et c'est une vraie bataille d'évangéliser. Enfin, on a l'impression que nous, ça fait 7 ans qu'on essaye d'évangéliser un peu le marché là-dessus. On n'est pas les seuls, bien sûr, et enfin, vous faites le même travail que nous. Et c'est compliqué parce que tu viens de YouTube, t'écoutes, t'es bassiné sur les réseaux sociaux de mecs qui t'apprennent comment devenir rentier en 3 mois. Ouais, Euh, très compliqué. pour en connaître certains qui vendent ces mêmes formations, je sais l'arrière aussi du décor depuis le temps. Et s'ils vendent des formations, c'est que par ailleurs, ils n'étaient pas 100% en vacances. Voilà. C'est un peu ça la réalité Ouais, aussi, ouais, quoi. Non, et clairement, puis ouais. après, il faut, comme tu dis, il faut se remettre sur la réalité du marché. Aujourd'hui, Oui, c'est pas dans le pareil qu'il y a contexte, qu'en 2018, ouais. si on a un bien qui s'autofinance, c'est très bien. Franchement, il faut y aller, mais à fond. Il y a plein d'autres critères à valider. Bien Mais sûr. bon, le cash flow, pour moi, c'est... Et puis, on en revient. Hein. Par exemple, dans le village de 200 000 habitants, la personne peut avoir énormément de cash flow, mais derrière, sur sa revente, si le bien prend valeur, il a de la chance. Et encore, bon, il y en a qui perdent de l'argent après sur la revente, sur des emplacements un peu moins premium, avec une étude de marché faite à la va-vite, quoi. Carrément. Et tu nous disais du coup que
tu nous as cité plusieurs villes là sur lesquelles vous étiez présent avec Bivouac. Euh, Vous êtes présent, enfin vous pouvez investir partout en France ou c'est seulement ciblé sur plusieurs villes? Non, en fait, nous, historiquement, Pierre-Antoine et moi, mon associé et cofondateur, on est deux ingénieurs, donc on aime bien les choses un peu rationnelles aussi. Donc en fait, on a choisi des villes pas au hasard, pas parce que, par exemple, on a grandi à Lyon, on a mis du temps avant d'arriver à Lyon tous les deux, enfin, avec Bivouac. C'est pas du tout la première ville qu'on a forcément sélectionnée. En fait, on a développé des algorithmes en interne qui scrapent plus de 156 points de données, le nombre de créations d'entreprises par an, l'évolution de la démographie, le taux de chômage, le taux d'insécurité, etc. Enfin, pas mal de données publiques, des données immobilières aussi, la densité de commerce, le nombre, voilà, plein de choses. Et on va essayer de définir un indice de risque en fait sur chacune des villes et des marchés en France. Et donc, on a comme ça ciblé effectivement des villes comme Nancy, bon, voilà, Lille au démarrage, Rennes, Poitiers, Dijon, Marseille, Angers, bref. Ça a aussi évolué parce que le marché évolue. En fait, avant, on faisait beaucoup de choses, par exemple à Rennes, à Lille. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les prix qui baissent pas tant euh, et les taux qui ont fortement augmenté, euh, euh, en fait, il y a aujourd'hui même encore peut-être plus de rendement à aller chercher dans, par exemple, les villes moyennes. Euh, Aujourd'hui, nous, on voit ces marchés-là qui se développent vraiment beaucoup, qui continuent de prendre de la valeur, avec des rendements encore très, très acceptables, très, très bons, et puis une tension locative qui a jamais été autant là, parce que retrait des passeurs thermiques du marché, donc moins en moins de biens à louer, moins en moins aussi de primo-accédants qui arrivent à acheter, donc plus en plus, enfin, qui restent locataires longtemps, donc moins de roulement sur le marché de location, donc on loue, on n'a jamais aussi bien loué que cette année, quoi, en clair, et même dans des marchés, dans les plus petites villes, quoi. Ouais, c'est sûr. Là, aujourd'hui, la location, Et sur l'acquisition, justement, avec les taux qui ont augmenté, comment vous faites, ben, face à la montée des taux? Comment vous arrivez ben voilà, à essayer de jongler et de s'adapter avec ce marché? Bah, clairement, aujourd'hui, enfin, la réalité, c'est que la montée des taux, ça a plusieurs impacts. Premièrement, enfin, c'est un impact qui est lié, mais tu vas forcément avoir l'investisseur, il a du coup un budget qui est plus serré, parce que avant, avec 1000 euros de mensualité, il arrivait à acheter, et je dis n'importe quoi, il arrivait à acheter 250 000 euros, tu vois, voilà, et maintenant, avec 1000 euros de mensualité, tu arrives à emprunter uniquement 180, quoi. Donc, ton budget, il est plus faible. Tu as perdu en fait 30% de pouvoir d'achat immobilier. Pour autant, les prix, par exemple à Rennes, ils n'ont pas diminué de 30%, quoi. Donc, tu peux plus acheter à Rennes, déjà. Euh, et puis ensuite, bah ouais, tu payes plus d'intérêts, tu payes du coup des mensualités plus élevées. Donc, ton cash flow, il est fortement impacté aussi, quoi. Donc en fait, il faut aller chercher des zones où le immobilier est moins cher, donc les villes moyennes, et où tu as encore des rendements suffisamment intéressants pour pouvoir équilibrer. Quand je dis équilibrer, ouais, c'est au moins, tu vois, ouais, que ton loyer couvre l'emprunt, tu vois, Ouais. voire un peu plus, voire tout, hein, on y arrive aussi, tu vois. Mais équilibrer tes dépenses, tu vois, tout frais compris. Et si tu arrives à faire ça, c'est pas mal. Et la limite, elle est. Ce que ça a changé, c'est qu'en 2017, en fait, on s'en rendait pas compte, mais c'était possible de faire ça en plein centre-ville de Rennes et de Lille, Oui. qui était incroyable, qui était vraiment incroyable. Euh, Aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir un truc qui s'équilibre, ou dans lequel, tu vois, tu mets 50 balles par mois ou 100 balles par mois. Enfin, Ouais. pour certains, c'est rien. Et même et d'être le tout, c'est de pas aller trop loin, tu vois. C'est de pas aller dans des villes où là, tu vas vraiment dégrader ton potentiel de dynamisme, Ouais. ta potentielle prise de valeur et aussi ta tension locative, quoi.
Donc pas tomber à Pontorson sur Saône, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc aujourd'hui, pour s'adapter, ouais, c'est un peu se reculer et aller sur des villes de taille moyenne avec une dynamique importante sur les projets de la commune et son développement. Ouais, clairement, mais c'est donc nous on a clairement depuis un an changé, tu vois, notre zone de chalandise en quelque Ouais, sorte. On va plus forcément chercher autant de projets là où on allait en chercher avant, quoi. Mais en fait, c'est même pas un problème, même pas pour bah, nos clients qui ont acheté en 2017 sont très contents parce qu'ils ont fait. Alors même si les prix baissent un petit peu, ils vont perdre 5% dans les prochains mois. Ben en fait, au lieu de faire 50, ou au lieu de faire 120% de plus-value, bah, ils vont faire 115. Oui, Bon, voilà, ils c'est sont pas à plaindre. Et puis, en fait, nous aujourd'hui, bah, euh, ça tombe, c'est pas un problème que ce soit ces villes maintenant dans lesquelles il faille aller parce que ça tombe bien que c'est ces villes-là qui prennent de la valeur en ce moment, quoi. Un marché comme Le Havre, bon, il y a eu des moments où après Covid, ouais, ça a explosé, mais avant ça, ça prenait pas de valeur, quoi. Et là, en fait, bah, c'est en train de prendre un peu plus. Alors, c'est pas vrai, pas dans tous les quartiers du Havre, hein, faut faire attention. Un Poitiers, c'est pareil, c'est en train d'exploser. Dijon, là, c'est pareil, ça dépend des quartiers, tu vois, mais il y a des quartiers qui sont en train de prendre de ouf. Alors, nous, on n'y est pas, mais Grenoble, pareil, tu vois, c'est une ville ouais. qui avait pas du tout explosé. Mm. Quand Annecy et Lyon ont pris 50 à 60% d'augmentation de prix sur les 10 dernières années, un Grenoble, ça avait peut-être pris, je te dis un chiffre au pif, là, je sais pas exactement en vrai, mais dans l'ordre de grandeur, ça va être peut-être de 20%, quoi. Ouais. Ouais, Donc donc trois fois trois moins. fois moins. Ouais. Sauf que là, je dirais que depuis sur un an, Grenoble a pris rien que 6% là. Et moi, nous, on n'y est pas avec Bivouac, mais moi, j'ai un pote qui m'a raconté qu'il a acheté un appart là il y a pas longtemps. Ils ont dû faire trois offres au prix. C'était au mois de juin, tu vois. Ils ont dû faire trois offres au prix avant d'en avoir une acceptée. Euh, et c'est te dire voilà, la disparité des dynamiques de marché. Alors que si tu lis juste les échos, tu te dis marché se casse la gueule. En fait, non. Oui, à Paris, ça baisse. Oui, en presqu'île de Lyon, ça baisse. Oui, centre-ville de Nantes, ça baisse. Mais Ouais, dans les grandes Grenoble, métropoles, en fait. voilà, c'est Et ça. encore, C'est c'est encore. Il y a des exemples. Oui, T'as Nice, Marseille qui sont exactement les ouais. bords de d'autres mer. d'autres dynamiques. En Mais fait, oui, oui, à Bordeaux, ça baisse, quoi. Mais c'est c'est pas vrai partout. de toute façon, c'est hyper local. Enfin, on le sait, l'immobilier, Oui. c'est quelque chose qu'il faut regarder au niveau local, quoi. Et par contre, bon, ça c'est une réalité aussi, c'est qu'on a vu qu'avec cette montée des taux, globalement, bah, tu disais, les gens peuvent moins acheter grand, donc souvent, c'est une période où c'est un peu l'incertitude, où ils reportent leurs projets, etc. Et on sait déjà que voilà, c'est une année où en termes de volume de transactions, ça a énormément baissé, C'est un peu triste. de l'ordre de 20 à 30%, je crois, Ouais, ouais, sur, non, non, mais c'est sur ça, 12 hein. mois glissants. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez avec Bivouac ou, vu que vous avez une cible qui est des investisseurs, c'est quelque chose que peut-être vous sentez moins que... Et que vous arrivez à vous adapter aussi. oui, voilà. Mais peut-être que, voilà, enfin, voilà, c'est ça ma question. Est-ce que Ouais. vous aussi, vous remarquez cette baisse d'activité ou est-ce que les investisseurs investissent toujours, quoi? Ah, nous, oui, bien sûr, on était parti sur une courbe de progression. On a toujours fait de la croissance sans jamais même faire de levée de fonds. Et voilà, aujourd'hui, on est 40 collaborateurs répartis dans une quinzaine de villes. C'est uniquement, enfin, grandement basé sur la recommandation de nos clients. Donc, enfin, on a commencé le marketing il y a seulement un an et 3 mois, je crois. Donc voilà, euh, oui, là, c'est tout de suite. Euh, on a senti en janvier avoir beaucoup plus de monde qui venait sur le site internet, mais moins d'inscrits, quoi. Tu vois, Ok. il y avait une sorte d'attentisme et on le sentait même avec nos clients au téléphone. Ils se disaient en fait, ben, est-ce que le marché va s'effondrer? Est-ce que c'est vraiment le bon moment de lancer un projet? On a vu tous nos délais de conversion tripler, quoi. Ça, c'est une vraie réalité. Euh, Après, en fait, on n'est pas tant impacté que ça. Alors, il y a eu en fait, après cet attentisme qui est vraiment été ressenti fin d'année dernière, début d'année, il y a je pense aussi un bel effet de report. On a fait un très bon été et là, c'est bien reparti. Parce que bah, plein de gens peut-être qui s'étaient dit en fait, bah, est-ce que le marché il est pas en train de s'effondrer et finalement ils voient que c'est pas le cas. Euh, et puis, et puis nous, on est aussi porté par, voilà, nous je pense qu'on est
À l'inverse des promoteurs qui vendaient des trucs qui étaient 34% plus chers en moyenne Ouais. que le marché de l'immobilier. Nous, on a toujours été dans l'ancien avec travaux à rénover. Donc aujourd'hui, bah, il y a plein de contraintes sur notamment les rénovations énergétiques. À nous, on est à Bivouac Travaux, on est contractant général, on fait tous les travaux, on sait ce qu'il faut faire pour passer d'une passoire énergétique, une classe G, à une classe D ou une classe C. Donc en fait, on sait répondre aussi à ces enjeux-là qu'ont les investisseurs aujourd'hui. Et puis, d'une manière générale, la conjoncture, quelque part, elle renforce aussi notre positionnement parce que nous, on a une bonne part de notre clientèle qui est assez jeune, qui a 32 ans en moyenne, euh, et qui, pour 65 ans, 65 pardon, pour cent d'entre eux ne sont pas propriétaires de résidence principale. Donc ça veut dire que c'est des primo-investisseurs qui sont même pas propriétaires de la résidence principale. Et le contexte actuel fait qu'il y en aura de plus en plus parce que peut-être que quand on s'est lancé, tu te posais encore la question d'acheter ta résidence principale versus bah, tu vois, à Paris, tu vois, ou dans une grande ville, comme d'acheter un studio, un T2, un T3, peut-être si tu vraiment les moyens, peut-être que tu te posais la question à l'époque parce que tu avais encore justement des prix qui le permettaient et des taux qui étaient très bas. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, à moins d'être fils de Bernard Arnault ou de travailler en finance de marché, d'être trader, ou de gagner au loto, enfin, d'hériter, clairement, en fait, c'est impossible quoi, d'acheter une résidence principale. Ou alors, si c'est possible, tu vas acheter un Oui, c'est ça. clapier à lapin dans un truc dans lequel, en fait, qui va être inadapté à tes besoins dès lors que tu as des enfants et qu'en fait, si tu Exactement. fais le calcul, tu te poses 2 secondes. Revendre un appart dans 3 ans alors que tu as payé les frais de notaire des travaux et que tu as un marché en plus qui est en baisse, bah enfin, les gens disent qu'on paye c'est jeter de l'argent par la fenêtre que de payer un loyer, mais c'est encore plus, c'est prendre le bazooka pour en jeter par la fenêtre que d'acheter une résidence principale et de s'en séparer dans 5 ans, tu vois. Ouais, Exactement. carrément. Puis ça Et peut mettre en Euh, difficulté financière aussi sur les remboursements des mensualités de crédit. Bon, après, même exactement. si on peut pas, on peut pas hein, se faire financer sur un T3 non, mais c'est aujourd'hui parce surtout ça, c'est que enfin, entre rester locataire de ta résidence principale aujourd'hui ou l'acheter, bah, enfin, là où tu peux être locataire de, je sais pas, d'un T3, en fait, tu pourras t'acheter même pas un studio. Donc, en fait, ouais, tu perds exactement. énormément en qualité de En vie. plus, Donc, super en qualité de forcément, vie, ouais, tout à fait. ouais, c'est Mm. ça. Puis il Donc y a en fait, nous, on reçoit beaucoup quelque part, la conjoncture actuelle renforce aussi notre positionnement et notre raison d'être parce que on a de plus en plus de gens qui, bah, aujourd'hui, ils ont compris quoi. Ils se posent même plus ouais, la question d'acheter la résidence principale. Ils viennent nous voir et nous, on est une bonne solution pour eux parce que voilà, on est par exemple, comme on est basé à Paris, on a beaucoup de clients par exemple parisiens, mais pas que. On a aussi des expatriés ou des gens qui habitent Nantes, qui habitent Lyon, Marseille, j'en passe, tu vois, mais qui achètent avec nous à Angers, à Rennes, à Reims, à Nancy, à Dijon et au Poitiers, quoi. Et quand t'es pas dans la ville où t'achètes, par définition, si tu peux pas acheter ta résidence principale, tu peux pas non plus faire un investissement locatif dingo. Bon, bah alors ça veut dire qu'il faut que tu achètes ailleurs. Bah, t'as pas le temps, t'as pas les compétences, tu peux pas suivre des travaux à distance. Et donc, tu as besoin de quelqu'un comme nous, quoi. Ouais, donc finalement, la solution Bvoc, elle répond plutôt bien ouais, à la conjoncture, comme tu disais. Et je me posais une question. Donc, tu as dit tout à l'heure que vous étiez aujourd'hui 40 collaborateurs, etc., et que vous avez une croissance importante et en plus bootstrap, comme on dit, donc sans levée de fonds naturel, quoi, juste avec votre activité. Euh, comment on scale en fait une entreprise comme la vôtre qui est du coup très localisée parce qu'il faut avoir une expertise, que ce soit sur le marché immobilier en lui-même pour trouver les bonnes affaires. Donc, il faut pouvoir sourcer les affaires, il faut pouvoir gérer les travaux, donc avoir des artisans aussi sur place, etc. Donc, comment vous vous organisez un petit peu ouais, pour scaler et pour organiser vos équipes? Alors, comment on scale? 7 ans sûrement d'erreurs faites, de galères aussi et ouais, de tâtonnements parfois, c'est pas évident, mais beaucoup de boulot, ça c'est sûr. Et comment on s'organise? Par contre, non, oui, bah, 7 ans, on a appris plein de trucs. Donc aujourd'hui, on a nous, on a standardisé quelque part et on a même voilà, en partie digitalisé l'acquisition d'un investissement locatif. Comme je disais avant, on a 83% de nos clients qui ne visitent pas les opportunités qu'ils achètent avec nous, même si on est très content s'ils veulent y aller de leur faire visiter.
ils en ressentent juste pas le besoin. Donc nous, comment ça se passe? Tu t'inscris sur notre site en ligne, tu as accès à un espace client qui va te permettre aussi de réfléchir sur ton projet, te donner des exemples de choses qu'on a déjà faites, t'aider à choisir, découvrir ta stratégie, ton financement. Puis après, tout de suite un conseiller qui va être là pour répondre à toutes tes questions. Donc, c'est quoi le LMNP, ce mot barbare? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, voilà, qu'est-ce que je dois faire avec mon cash? Est-ce que je dois le mettre, combien je dois mobiliser pour faire un premier projet, etc., etc. Bref, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête. Et ensuite, une fois que le conseiller t'a accompagné jusqu'à la définition de tes critères, nous, on a un service de matchmaking qui est vraiment celui qui va faire le lien entre nos investisseurs et nos chasseurs qui sont mandatés tous les jours de 8 heures du matin à 20 heures le soir pour aller chasser un appartement ou un immeuble, une maison qui correspond aux besoins de notre investisseur, quoi. Et le matchmaker, son rôle, c'est vraiment d'être là pour lui parcourir tous les projets que nos chasseurs remontent et orienter vers le bon investisseur suivant les critères qui sont définis en amont. Et donc voilà, tout ce monde-là, nous, on a 100% en CDI, on n'a pas d'indépendants ni freelance qui bossent avec nous. Et Ouais, c'est puis une fois important qu'on de a le dire, lancé, ça. une fois qu'on a lancé ça, là après c'est une grosse mécanique aussi qui se met en route parce on a quelqu'un qui est juste responsable du suivi du projet. Donc faire passer en fait, on pourrait se dire que le gros est fait quand on a trouvé l'appart, mais non, c'est que la partie Et ouais. émergée de l'iceberg. Derrière, il faut aller, nous on a plus de 300 points de critères qu'on va vérifier sur Waouh. chaque opération. Ça passe par exemple de se taper parfois les règlements de copro qui sont écrits à la machine à écrire dans les années 70. Faut se les Ils sont plus taper en long, visibles. en large et en travers parce que tu as des clauses qui contre-indiquent, qui interdisent la location meublée par exemple. Ouais. Donc ça, il faut le savoir, il vaut mieux le savoir avant de se lancer dans un compromis, quoi. Donc nous, ça fait partie des coches, voilà, que des personnes qui sont attitrées à faire ça à longueur de journée épluchent les DPE, les diagnostics énergétiques, les règlements de copro, Ouais, tous les euh, documents obligatoires lors d'une vente, quoi, qui sont exactement, importants à vérifier. obligatoire ou non obligatoire, on en demande Ouais. aussi pas mal en plus. On a voilà, à force, on a forcément des notaires aussi nous on travaille que avec nos notaires à nous qui sont formés à notre fonctionnement. Et puis après, on suit pendant le projet. On a aussi des partenaires bancaires pour trouver un financement si jamais notre client n'a pas déjà une banque qui le suit. Et enfin, et après, une fois qu'on est propriétaire, c'est pareil, c'est pas terminé. Il faut faire les travaux. Donc nous, on a Bivouac Travaux qui s'occupe de ça. Alors, on n'est pas électricien ni carreleur. On a que des conducteurs de travaux en interne dont le métier, c'est vraiment de suivre, de définir les devis en amont déjà pour être capable de dire au client avant même qu'il ait signé un compromis, ça va coûter tant, pas 1 € de plus, et de suivre les travaux une fois qu'on est propriétaire et de réceptionner même le bien une fois qu'il est terminé. Parce que, on a entreprise DD Maçonnerie qui nous fait un truc, mais il faut aller contrôler ce que DD Maçonnerie a Ouais. fait et être là pour dire attends, là tu me reprends ça, ça c'est pas bon, là la prise t'as oublié, et ça c'est un vrai travail aussi de suivi et voilà, de Ouais, mais réception de complètement. chantier. Jusqu'à l'ameublement, on va mettre jusqu'à la petite cuillère en fait dedans, dans le meuble, comme on meublerait un Airbnb parce que généralement ça se met en location, on arrive à louer beaucoup plus vite comme ça et c'est ça la dernière étape, c'est la mise en location. Pareil, nous on n'est pas agence de gestion locative, on a fait par contre le travail de sélectionner les meilleurs prestataires en fonction justement aussi du type d'investissement, du secteur. Si tu loues une coloc, tu vois, 4 étudiants, c'est pas forcément la même façon de mettre en location qu'un studio en hyper centre-ville. Clairement. Ouais. Donc voilà, on va orienter vers le bon partenaire et nous on est là pour faire même le SAV, tu vois, après l'entrée dans les lieux des locataires, s'assurer que le micro-ondes y fonctionne, qu'il manque pas des couverts ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ok. Et c'était une question que je me posais justement pour l'exploitation. Je me demandais si vous faisiez entre guillemets, un type d'exploitation. Mais du coup, là, en fait, c'est vraiment le projet de. Enfin, je suppose que vous dites en amont avec votre client, moi, je vais faire une coloc dans telle ville. Et du coup, vous allez trouver un appart qui s'y prête. Et après, vous allez trouver un prestataire, du coup, qui sait gérer ça. Mais du coup, ça permet. Enfin, du coup, vos clients peuvent faire n'importe quel type d'exploitation. Vous pouvez le gérer, quoi, entre guillemets. Enfin, vous pouvez Le l'anticiper. gérer, l'accompagner aussi. Ouais.
Ouais, bah, à force, enfin, nous, là, on est spécialiste vraiment que de la location longue durée. Ça nous arrivait hein, de faire des immeubles avec un peu de mixte. Il y a même des locaux commerciaux de temps en temps, etc. Mais c'est quand même très rare. On fait un peu de location courte durée, mais généralement sur les stratégies mixtes. On ne croit pas trop qu'il faille se lancer à 100% sur une stratégie location longue courte durée parce que c'est un peu risqué, parce que on voit que les lois sont quand même assez toutes orientées dans la même direction pour dire qu'un jour ce sera plus en plus, enfin ça va être de plus en plus compliqué de louer en courte durée. Ça l'est hein, déjà hein, à Lyon, à Lille par exemple, c'est Dans les impossible de grandes lancer villes, ouais. un Airbnb dans les grandes villes, donc voilà. Mais par contre, on en fait quand même. On en fait quand même. Il y a ça marche quand même dans des villes plus petites ou alors tu peux acheter par exemple un truc à Marseille, faire 9 mois d'étudiant et 3 mois d'été de Airbnb. Ça marche super bien. Enfin, faut encore une fois que la copro, il y ait un certain nombre de validations qui étaient levées en amont. Voilà, c'est pas, ça fait partie des trucs qu'on vérifie bien sûr, Ouais, mais c'est pas toujours simple. voilà. Sinon, après voilà, après nous c'est quand même des projets. Oui, on peut faire même. Enfin, c'est quand même après généralement la même chose quoi. Les clients, ils ont pas tous des. Ils ont, finalement, les stratégies, on- Vous vous bien sûr, adaptez. on s'adapte. Il y a parfois on fait de l'immeuble, parfois on fait du studio. Enfin, ça va vraiment du studio à l'immeuble, de rapport, mais on retrouve quand même aussi souvent les mêmes stratégies chez nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a déjà un réseau de partenaires bien établi dans Yes. chacune des villes et pas besoin d'en retrouver un nouveau à chaque fois. Et concernant le financement, moi je voulais revenir là-dessus parce que c'est un peu la seule chose que finalement le client ne peut pas trop déléguer. Je voulais voir comment vous accompagnez justement dans le financement. Donc tu m'as parlé que vous avez des partenaires bancaires si jamais la banque du client ne suit pas. Est-ce que vous accompagnez sur les montages des dossiers de financement? Est-ce que vous avez déjà, enfin, vous arrivez, vous donnez le dossier de financement au client et lui, il va avoir sa banque de son côté ou vos partenaires? Ouais, alors nous on fait effectivement, on aide et on a déjà des banquiers qui nous ont dit c'est grâce au dossier que vous avez fait que le client a eu son financement, sinon Ouais, ok. je suis pas sûr que vous auriez réussi voilà, à le faire acheter. Pardon. Après, on n'est pas une banque et voilà, on n'est pas non plus Ouais. courtier en financement. On aide vraiment juste au montage du dossier. Euh, et après, voilà, aujourd'hui en ce moment, ce qui marche vraiment, les courtiers, ça marche un peu moins bien quand même qu'il y a 2 ans. Généralement, nos clients, ils arrivent avec leur banque et ça marche super bien. Ok, très bien. Ouais. Justement, est-ce que c'est un enjeu, ça, pour vous, justement, qu'il y ait des clients ou des profils qui commencent avec vous, qui démarrent le parcours, qui se positionnent sur un bien et qui finalement n'arrivent pas à obtenir de financement? Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que finalement ça arrive, c'est que très rare? Ouais, ça a été un enjeu, mais on l'a réglé tout simplement. Nous, on refuse les clients tant qu'ils n'ont pas une validation d'un courtier Un ou d'une accord de banque avec principe, ouais. un budget, quoi, un accord de principe, un minima Ouais. renseigné, quoi. Ok. Et ouais, sinon, Ouais, vous donc, travaillez au final pour rien ah ouais, c'est et ça, pour ça. Quoi. le Exactement. client peut dire oui, ben moi je peux me positionner sur 200 000 s'il n'y a pas de vérification derrière et qu'il peut finalement emprunter que 150. Ben ouais, vous pouvez vite Oui. perdre du temps, quoi. Puis il y a ça, mais il y a, tu vois, par exemple, bon, ça va mieux maintenant, mais avec tout ce qui était taux d'usure, etc., là, il y a eu quelques mois où même avec des très bonnes situations où normalement les gens auraient été finançables, ça bloquait au niveau du taux d'usure. Donc en fait, ouais, Ouais. Puis même de plus en plus d'agents immobiliers maintenant demandent, même de vendeurs, hein, demandent un accord de principe de la banque pour visiter les biens. Avant, ça se Ouais, c'est faisait, vrai, ça c'est se vrai. faisait pas, maintenant ça se fait de plus en plus. C'est Ouais, vrai. c'est un truc que moi, on a jamais compris parce que nous, enfin, c'est notre première boîte Bivouac à la base. On s'est dit, mais enfin, on aurait été agent IMO, on aurait été n'importe qui. Enfin, on n'aime pas. C'est un métier nous, on est 100% succès, pareil, quoi. Donc, on est rémunéré que si on trouve un bien et que ça va au Ouais. bout. Donc, forcément, on a demandé tout de suite, même avant que ça soit. Il y a toutes ces problématiques de financement, même quand le financement se passait super bien, on demandait déjà des avis de valeur enfin, Des estimations de capacité ouais, des d'emprunt. estimations de Ouais. capacité de financement, comme tu dis, tu vois. Parce que t'as pas envie de travailler pour rien et c'est ouf que enfin, encore très très peu d'agents, voire quasiment aucun le demandent Mais même ou pour le client, pour éviter les même pour le client, mais désillusions, bien sûr, qu'il on soit leur dit en déçu. fait, Mais oui.
on va vous présenter des super trucs, mais vous n'allez pas pouvoir être financé. Vous allez passer 4 mois avec nous. Euh, Ok, certes, mais le temps qu'on recherche, le temps qu'on fasse toutes les check-up avant de se lancer, le temps qu'on aille signer un compromis chez notaire, et puis plus après, si vous risquez enfin, voilà, vous êtes un compromis. Bon, on met des conditions suspensives de financement, mais bon, quand même, tu vois, enfin, il faut aller ouais, chercher après un refus auprès des ouais, banques. bien C'est pas sûr. toujours facile. Puis c'est du temps, c'est de C'est l'énergie, du c'est temps, chiant. Donc, exactement. Et justement, tu as évoqué un point là que j'aimerais traiter, c'est le délai Ouais, j'avais la même d'une question. opération avec Bivouac. Tu parlais de quelques mois là, mais Oui, quand on arrive et qu'on prend le premier contact jusqu'à la remise en clé, enfin jusqu'à la remise des clés du projet, c'est à peu près en moyenne, parce que ça dépend des projets et des travaux bien évidemment, mais grosso modo, si tu pourrais faire une moyenne à peu près, ça serait quoi? c'est 7 mois, 8 mois. Ouais, C'est un projet qui est long. Le temps ouais, bien déjà sûr. il y a déjà la durée intrinsèque de la transaction immobilière qui est généralement pas plus faible que 3 mois. Et puis même en amont, voilà, on a discuté un peu de toutes les étapes, mais on prend le temps avec chacun de bien définir les critères, de leur montrer ce qu'ils peuvent faire sur le marché. Après, il faut chasser pour eux. Nous, on n'a pas de stock. On n'est pas un promoteur qui a 3 immeubles à vendre là l'année prochaine. On va vraiment sur le besoin défini du client aller chercher les opportunités qui lui correspondent. Donc en fait, ouais, ça peut être très long. Et puis après, voilà, bah, il y a la transaction, 3 mois, et puis après les travaux, 2 mois. Non, mais ça me choque pas, hein. 7-8 Donc mois, voilà, c'est franchement. Non, ça me choque pas, surtout comme tu 7-8 dis, mois en moyenne. il y a des délais incompressibles. Donc déjà Oui. 3 mois et encore 3 mois pour moi c'était avant. Maintenant aujourd'hui dans le contexte actuel c'est plus 4 mois. Mais ça dépend après encore une fois Ouais, ouais. des financements quoi. Non, je crois qu'on est même, nous, tellement exigeants en fait en amont du compromis de vente qu'on met généralement plus de 3 semaines à signer un compromis de vente Ouais, parce qu'on demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à notre acquéreur, bien sûr, mais aussi à sur le notre bien. vendeur, À l'autre côté. Et bien sûr. de l'autre Et vous côté, et avez on se lance raison. pas tant qu'on n'a pas en fait les règlements de copro, les Ouais. prêts état datés de la copro, etc., etc. Mais vous avez raison, faut être carré sur ça, même par rapport à vos clients et tout, transparent, c'est faire les choses de façon Ouais, professionnelle, ouais, quoi. mais même comme tu disais, comme de les faire comme si tu les aurais fait pour toi, Ouais. finalement, c'est un peu le principe, quoi. Exactement. Ok. Et on arrive un petit peu vers la fin de cet épisode. Avant qu'on le clôture, tu t'as évoqué en début d'épisode que du coup que tu étais co-châtelain. Peut-être qu'on peut parler un peu de ce projet-là. Moi, j'ai suivi un peu de loin sur les réseaux, sur bah, justement un épisode de Jérémy, je crois, dans Ça fait un bail où il raconte les débuts du projet. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, volontiers. Bah, ça, c'est du coup, un projet que je mène en plus de Bivouac. On va dire Bivouac occupe le gros de ma journée. Et puis le soir, vu que j'en avais pas assez, je, 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 je travaille sur le château. On n'est pas propriétaire encore à l'instant où on enregistre cet épisode. On est en phase de l'être. Voilà, on est en phase de financement. Tout a été envoyé. On attend la réaction définitive des banques, mais on a eu des très bons échos jusqu'alors. Donc d'un temps soit peu, voilà, une question de jour, vraisemblablement. Euh, c'est un projet, euh, c'est un projet qui est un peu issu déjà d'un rêve commun que Jérémy et moi avions. Bon, j'avoue que j'avais pas non plus trop prémédité ma vie au point d'être châtelain à 30 ans, mais je viens pas du tout j'ai personne autour de moi pour le coup là, qui a de château. Euh, mais ouais, c'est un rêve. C'est aussi, je pense, voilà, on a, lui et moi, déjà, voilà, acheté des apparts, des immeubles, fait pas mal d'opérations immobilières. Ça, on a l'habitude maintenant. Et l'envie parce qu'on s'est rejoint, en fait, après s'être rencontrés sur son podcast, sur l'envie de faire un truc sur une très belle pierre, une vieille pierre pour laquelle on a envie de redonner ses lettres de noblesse, quoi, hein. Et en plus d'en faire un business
forcément, voilà, acheter une vieille pierre, ça coûte très cher à entretenir, donc il faut en faire un business en face qui soit rentable et qui permette d'assumer les coûts. Euh, et, euh, et par rapport à tout ce qu'on a pu voir, enfin, bah, il y a deux business qui nous sont parus vraiment très prometteurs et qui rentraient bien dans le cadre d'une acquisition d'un château. C'était le mariage et le séminaire. Moi, je sais ce que c'est d'organiser des séminaires pour 40 personnes chaque année avec Bivouac. C'est la galère de trouver un lieu sympa avec des activités à faire autour. Euh, enfin, les mecs, ils ont jamais pensé à, voilà, tu me donnes juste l'adresse d'un traiteur. Moi, je suis trop content, quoi. Ça m'évite de faire la bouffe. Enfin, et c'est rien que ça, tu te garantis 3 fois plus de locataires, je pense. Bref. Et puis, si tu, en plus, tu me donnes les adresses de où louer des vélos à côté, tout le monde est content, quoi. Donc, je vais en parler et je vais te faire venir d'autres boîtes dedans, quoi. Euh, donc, puis à côté de ça, bah, je suis dans la tranche d'âge où, voilà, autour de moi, pour le coup, là, il y a pas mal de gens qui se marient. Donc, je les ai vus aussi galérer. Moi, je suis pas marié, mais Jérémy non plus, mais euh, enfin, quoique Jérémy, il pourrait parce qu'il a fait benchmark du coup auprès de 45 domaines exactement, d'appeler Ah ouais. tous les propriétaires, savoir est-ce qu'il y avait des dispos l'année prochaine, c'était quoi le prix, etc. Tout le monde est d'accord. C'est très dur de trouver un domaine, enfin, un beau lieu comme ça qui soit disponible. Généralement, c'est booké 1 an ou 2 ans même parfois à l'avance. Et pour te dire la frénésie de certains endroits qu'ils ont réussi à créer, c'est que parfois tu as 2 mariages dans le même week-end, quoi. Un le vendredi soir Ah et un le ouais, samedi. ouais, Waouh, là, c'est ça tendu. s'enchaîne. Donc voilà, en fait, ce qui est bien aussi avec le séminaire et le mariage, c'est que c'est deux activités très complémentaires parce que tu as le séminaire la semaine et le mariage le week-end. Et puis, non, bah, on s'est rencontrés tous les deux sur ce podcast. Et puis, en fait, en aparté, moi, il me raconte qu'il est déjà un peu en train de rechercher des fermes en Bourgogne. Moi, j'étais pas autant que lui déjà décidé sur cette activité de mariage séminaire. J'étais plus en mode, j'avais repéré des vieilles bâtisses à retaper, des vieux hôtels particuliers magnifiques qui coûtaient 500 000 euros. Je me dis, tiens, on peut peut-être en faire un hôtel. Donc voilà, vu que je sais pas rien faire, bah, pendant mes vacances de Noël, je sais plus quelle année, je m'étais fait un business plan sur un hôtel. Et il s'avère que c'était en fait à 5 km d'une des annonces qu'il lui avait trouvées à peu près au même moment. Ah, c'est fou. Donc on s'est dit, mais trop marrant, mais on va peut-être y aller visiter ensemble et tout. Et puis lui il me parle du mariage, et puis en fait, ouais, je dis, mais le mariage c'est trop bien parce que tu t'encaisses des arts, 50% du frais du mariage, tu l'encaisses 1 an avant. Donc tu as aussi de la trésor pour voilà, faire plein de Ouais. trucs. Ouais, et Voilà. puis je pense qu'à partir du moment où t'as juste quelques mariages qui se passent dans ton château, après ça va très très vite en bouche à oreille. Enfin, si les gens sont contents du lieu Ah, et. mais grave. Même avec les invités que représente un mariage, après, c'est. Ouais, non, enfin, ça je pense que c'est vraiment un business qui. Voilà, il y aura toujours des mariages, il y aura toujours de la place pour trouver des lieux, Ouais, voilà, des lieux sympas si et c'est tout. pas des Donc, mariages, c'est des 30 ans ou des anniversaires ou Ouais. des choses, voilà, enfin, c'est sûr que à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais ouais, il y a un truc à faire. On a cherché un peu tous les deux de notre côté. Et puis, peut-être 1 an plus tard, on s'est dit, on était toujours en contact. Puis on s'est dit, tiens, j'ai trouvé un truc là. Est-ce que ça pourrait t'intéresser toi? Et puis, on a continué à s'envoyer des annonces comme ça. Et finalement, un jour, on s'est dit, mais pourquoi on va pas visiter ensemble, quoi? Pourquoi on fait pas le projet ensemble? On est en train de rechercher quasiment la même chose, même région et tout. Et puis, bah, 18 visites plus tard, on a trouvé une pépite euh, qui est en fait voilà, le logis de Fontenay-sur-Vègre, exactement, donc à 15 minutes de Sablé-sur-Sarthe, donc comme son nom l'indique, dans la Sarthe. On est situé à 2h20 en voiture de Paris, 1h25 porte à porte depuis la gare Montparnasse si on prend le TGV plus 15 minutes de voiture. ok. Donc c'est très très bien relié. Et on a un domaine, voilà, de 12 hectares sur lequel est posée une bâtisse, il y a plusieurs bâtiments qui datent du XIVe siècle pour les plus vieux, euh, avec voilà, plus de 1200 mètres carrés habitables, un château, une grange, la plus grande cave du département, près de 170 mètres de cave voûtée, Waouh. euh, un Avec gîte, énormément de cachets, quoi. voilà, une très belle pierre qui laisse pas indifférente, c'est vrai. Et nous, on a tout de suite été sous le charme du lieu. On est reparti de cette visite avec vraiment des étoiles dans les yeux. C'était un coup de foudre.
en vrai. Euh, mais on n'est pas les seuls parce qu'il y a même plusieurs réalisateurs bien connus qui sont venus tourner des films, notamment voilà, un film avec DiCaprio et Depardieu qui a été tourné là-bas, le Masque de fer. C'est ce que j'ai cru Donc ouais, comprendre. la bâtisse laisse pas indifférent. C'est vrai que c'est un très très beau lieu, plongé dans la nature. Donc c'est Et voilà. je me doute que tu trouves pas un lieu comme ça comme tu trouves, Un comme tu trouves studio. un studio ou un T2. Donc ça s'est passé enfin, comment les recherches enfin, tu dis que tu en as visité 18, mais ouais, je pense que c'est ça, Bah, c'est quoi. du temps. Mm. Déjà, c'est du temps et effectivement, c'est toujours des belles surprises ou des moins bonnes surprises. Euh, il y a, on a visité des trucs où il y avait de la mérule, les bâtiments étaient abandonnés depuis 25 ans. Voilà, là, c'est pas du tout le cas. On a un bâtiment qui est dans la même famille depuis 400 ans, même, et en fait qui est occupé même par les propriétaires occupants, donc enfin, propriétaires actuels. Donc, comme résidence principale. Donc, en fait, tout est en état. Il n'y a aucune problématique structurelle profonde. Il n'y a pas de mérule, il n'y a pas d'infiltration. C'est vraiment très variable en fonction d'une visite à l'autre parce qu'il y a des trucs qui sont abandonnés depuis 25 ans et là, c'est parfois très compliqué. On a failli aller très loin sur une abbaye à racheter en Normandie. Et le lieu nous plaisait beaucoup aussi, mais finalement, il y avait beaucoup trop de travaux parce que dès lors que tu as des trucs qui sont pourris dans la structure, il faut tout changer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, en rénovation, enfin, ça revient plus cher que limite de le péter, de le reconstruire de pierre par pierre, quoi. Ok. Bah, hyper intéressant. En Exactement. tout cas, c'est un beau projet. Alors, oui, c'est ce que tu disais, du coup, enfin, vous êtes dans l'étape du financement. Là, j'ai cru comprendre ouais, que vous êtes allé lever des fonds privés pour aller lever de la dette aussi de votre côté. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, on a un tas de financement bancaire, mais on a finalement effectivement réalisé aussi une micro levée de fonds en amont pour avoir un peu plus de capital et aussi intéresser des gens au projet qui vont demain pouvoir y contribuer. D'autres qu'au Châtelain qui vont pouvoir y contribuer, soit parce qu'ils ont une activité, voilà, ils sont dans l'événementiel déjà, dans la travaux de rénovation, ou alors ils sont dans le marketing, ou ils sont influenceurs, Ouais. ils ont déjà une assise bien établie sur les réseaux sociaux pour nous pousser demain, pour les lancer à l'activité. Ou alors c'est juste des potes et ils avaient envie de participer à l'aventure et c'est aussi ça, le pourquoi on fait ce projet. Certes, c'est une entreprise, c'est un projet immobilier, mais c'était aussi surtout un kiff, Ouais. voilà, un Ouais. rêve de longue date et qu'on avait envie d'avoir un lieu où demain on se dit en fait, bah, l'assemblée générale de tous nos actionnaires, on va la faire autour d'un bon gros gueuleton dans un salon magnifique avec deux énormes cheminées. C'est un peu le kiff Ouais, ouais, qu'on a envie de se carrément. Ouais, c'est créer trop bien. quoi, avec nos co-châtelains quoi. Sûr, c'est le genre de projet qui est plutôt sympa à faire derrière, quoi. Du Voilà. coup, ça devrait voir le jour d'ici combien de temps à peu près? Ah bah ça c'est une question de jour. Ça c'est bah, avant la fin de l'année là, Bon, d'ici mais trop cool. sûrement un mois et quelques, mais faut nous suivre sur On suivra ça de près, ouais. Château de Fontenay sur Instagram ou Yes. l'indomptable le château de Fontenay. On, on peut nous trouver comme ça. On va essayer de Non, mais documenter aussi cette aventure de rénovation, cette aventure humaine aussi qui va Ouais. être chouette. trop bien. Ben, on mettra le lien en description. Ouais, on vous conseille d'aller voir ça. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Martin, si on veut te contacter ou faire appel Au service de au bivouac. service de Bivouac, ouais. Ouais, bah écoute, Bivouac, si vous avez un projet d'investissement locatif ou vous réfléchissez à ça, pas hésiter à nous contacter. On a des conseillers qui sont là pour ça, à répondre à 100% de vos questions. Voilà, ça vous engage à rien. Donc sur notre site internet www.bivouac.com, BEVOUAC.com. On Voilà, mettra le lien plein de, dans la description. ouais, ouais, c'est sympa. Il y a plein de conseils aussi à aller chercher. Et puis sinon, moi je suis assez actif sur LinkedIn. Voilà, Martin Menez, Menez, sur LinkedIn. Je pense que les gens me trouveront assez facilement et je réponds à tous mes DM. Alors parfois j'en ai trop, donc c'est mes équipes qui m'aident, mais sinon tous les messages sont traités. Ok.
Parfait. Trop bien. Et aussi, on fait toujours, on pose toujours cette question. Est-ce que tu aurais une ressource ou un tips, un conseil à partager pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement immobilier? Alors, une ressource, un conseil, un tip, si tu souhaites te lancer dans l'investissement immobilier. Ouais, Euh, Pose-toi la question, pourquoi tu l'as pas fait jusqu'alors? pas mal. C'est la seule question que tu dois te poser. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que tu en as les moyens? Euh, et puis après, tu vas ouvrir la boîte de Pandore de toutes les autres questions. Si tu en as les moyens et si tu as compris que tu avais envie de le faire, il y a plein d'autres questions à se poser sur c'est quoi la meilleure stratégie, etc. Mais ça, ça fait partie du projet. Voilà. Une fois que tu es pris dedans, franchement, c'est aussi. Enfin, moi, je dis ça, c'est mon métier, j'adore ça. Bien sûr, on pourrait parler d'immobilier Ouais, passionné. pendant des années, mais généralement, nous, les gens qu'on va aussi au téléphone, ils sont quand même aussi super cool et super contents de découvrir tout ça. Je trouve ça hyper intéressant aussi, même s'ils comprennent pas tout, la fiscalité, etc., de savoir un peu plus comment ça marche. Je pense Ouais, si t'es curieux, il y a plein de trucs à découvrir. Et donc non, vraiment juste, qu'est-ce qui t'a freiné à le faire, voilà, jusqu'alors? Parce que récemment, des mauvaises raisons, parce que c'est clairement un des piliers de la construction d'un patrimoine et je pense un investissement. Enfin, voilà, si tu en as les moyens, en fait, quelque chose d'incontournable à faire une fois, ouais, à faire tant que tu peux, parce que l'investissement locatif notamment, c'est quand même une martingale incroyable. Tu te prends de l'argent qui t'appartient pas, tu mets un locataire dedans qui va rembourser à la banque cet argent qui t'appartient pas. Donc, c'est comme si tu t'augmentais ton salaire mécaniquement de ouais, 500, voire 1000 clairement. euros par mois. Et sachant que tu peux répéter ça, il y a pas de milliards d'autres questions à se poser. Ok. Yes. Bah, Merci beaucoup. ouais, t'as tout dit, je pense. Hein. T'as tout dit. T'as tout dit. Voilà, je pense que. Bon, on peut partir en retraite, alors ça y est, on a tout dit, on n'est plus utile. Vous avez... Non, après. Désolé Alexandre et Thibaut, vous avez plus d'utilité sur cette terre, moi non plus. C'est ça. Non, bah si, votre utilité, c'est justement de transmettre tout ça pour que Ouais. tout le monde l'entende, parce que Bah, complètement. c'est pour ça qu'on existe aussi. Hein. Si tout le Ouais. monde savait déjà tout ça, je serais pas là à vous répondre à vos questions, mais vous non plus. Non, Allez, mais posez. carrément, ouais. C'est un peu notre mission aussi avec ce podcast et avec Sans Cravate de pouvoir prêcher la bonne parole, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, Martin, merci beaucoup pour ta Merci beaucoup pour participation. cet échange. Bah, plaisir, ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Continuez à prêcher la bonne parole alors. Yes, on va on va essayer. essayer. Ouais. Merci. À Salut très les gars. vite. Ciao. Ciao. À très vite, à la prochaine. Ciao.